Bon, on va pas se mentir, hein, la période elle est plutôt morose, plutôt déprimante. Alors, bien sûr, il y a la crise du Covid, mais dans la vidéo, on va se demander est-ce que tout ça, ça remonterait pas d'un peu plus loin. Alors, vous allez apprendre plein de trucs intéressants, et surtout les analyses qu'on va développer là, elles vont servir pour toutes les prochaines vidéos qu'on sortira par la suite. Allez, restez jusqu'au bout, c'est parti. Alors pour comprendre ce qui nous arrive, on va commencer par étudier l'économie. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est l'économie qui gouverne nos vies. C'est elle qui décide si on a un emploi, combien on a de salaire, si on peut se loger, si on peut se nourrir, et ça détermine beaucoup notre état d'esprit. Alors rassurez-vous, hein, l'économie, ça n'a rien à voir avec les maths. Hein. On va pas faire des formules de calcul, des multiplications, des divisions, des racines carrées de cosinus et des Pythagore. Non, non, vous inquiétez pas, l'économie finalement, c'est pas si compliqué. Et pour l'étudier, on va commencer avec 3 indicateurs économiques qui sont primordiaux et qui sont finalement assez simples à comprendre. Alors ces 3 indicateurs, c'est la croissance, le chômage et le taux de pauvreté. Et on va les analyser sur un temps long pour bien comprendre ce qui s'est passé en France sur les 30 ou 40 dernières années. On commence avec la croissance. Si vous savez, c'est le truc que les dirigeants politiques nous promettent à chaque élection, qui serait censé nous apporter le bonheur, la joie et l'allégresse. Bon, très concrètement, c'est quoi? La croissance, c'est l'augmentation du PIB sur une année par rapport à l'année précédente. Et le PIB, c'est quoi? C'est, pour dire les choses simplement, la richesse que le pays produit en une année. Alors par exemple, vous prenez une année N où le pays fait 2000 milliards de PIB, et puis vous prenez l'année N plus 1 où le pays va faire 2400 milliards de PIB. Et bien, tout simplement, vous déterminez en pourcentage quelle est la différence entre l'année N et l'année N plus 1. Et donc, entre 2000 et 2400 milliards, ça fait plus 20%. Donc, on dit qu'il y a eu, sur l'année N plus 1, une croissance de 20%. Alors, 20%, je crois qu'on ne l'a jamais eu dans l'histoire. Hein. Mais bon, c'est pour l'exemple. Si on analyse sur le plan historique la croissance en France depuis les années 60, on constate qu'il y a une baisse tendancielle en réalité qui ne s'est jamais démentie. Et puis il y a un graphique qui est encore plus parlant si vous prenez la croissance moyenne par décennie. C'est-à-dire qu'on va prendre de 1961 à 1970, ensuite de 1971 à 1980 et ainsi de suite. Et on constate quoi? On constate que dans les années 60, on avait une croissance qui était à 5,7% et que petit à petit, cette croissance moyenne elle n'a cessé de dégringoler pour atteindre depuis les années 2000 péniblement un niveau supérieur à 1%. Bon, et puis sur la dernière décennie, à cause de la crise du Covid, là, on est d'ores et déjà tombé à 0,15% de croissance. Donc en clair, notre pays ne produit quasiment plus de richesses supplémentaires d'année en année. On passe maintenant à l'indicateur du chômage, qui évidemment détermine le nombre de personnes sans emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 1980, on était à un taux de chômage en dessous de 5%. Et que depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, on est à un taux de chômage qui se situe entre 8 et 10%. Et ça, c'est pas du tout normal. C'est une situation de chômage de masse. Alors qu'on devrait être dans une économie de plein emploi, c'est-à-dire avec un taux de chômage qui ne dépasse pas les 5%. Pourquoi 5%? Parce que les économistes considèrent qu'il y a un taux de chômage frictionnel qui peut aller jusqu'à 5%, c'est-à-dire que dans toute économie, vous avez régulièrement des suppressions et des créations d'emplois, et donc c'est normal finalement que vous ayez un roulement et des personnes qui temporairement se retrouvent sans emploi. Troisième indicateur, le taux de pauvreté. Ça correspond à quoi? En fait, on détermine le nombre de personnes en fonction de leur revenu qui se situe en dessous de 60% du salaire médian. En France, le salaire médian, il est à 1700 euros par mois. Ça veut dire que le taux de pauvreté, il est à 1000 euros par mois. Et ben, en fonction de ce seuil, on a 9,3 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, ce qui correspond à fin 2018 à 14,8% de la population. Bon, et puis on peut aussi ajouter au passage que les bénéficiaires du RSA, qui correspond à peu près à 450 euros par mois, ils étaient 750 000 en 1992 et ils sont 1,9 million en 2016. En résumé, le pays est à l'arrêt économiquement ou quasiment, on a un chômage de masse depuis 40 ans et on a un taux de pauvreté qui d'année en année n'arrête pas d'augmenter. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Autrement dit, est-ce que tout le monde subit les mêmes répercussions de la situation économique globale sur sa vie personnelle? Bah non, les riches ils n'arrêtent pas de s'enrichir, faut arrêter d'être naïf, tout le monde le sait. Ok, donc toi, la première intervention que tu fais sur la chaîne, c'est tout de suite les grands mots, les plus riches. T'es bien sûr de toi? Bah oui.
Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que t'as pas tout à fait tort, hein. Allez, on regarde ça. Alors, on a déjà une première étude de l'Institut des politiques publiques qui nous apprend qu'en 2018, seuls les 1% ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Et puis, c'est pas tout, parce qu'on a un rapport du comité d'évaluation de France Stratégie. Alors, France Stratégie, ça, c'est une agence qui dépend directement du gouvernement. Donc, les chiffres qu'ils donnent, ils sont sérieux. Bon, et ben cette étude, elle nous explique que les 0,1% les plus riches parmi les Français, ils ont eu une progression de leurs revenus de plus 27,5%. En comparaison, les autres pans de la population ont connu une progression de leurs revenus de seulement 3 ou 5%. Bon, et puis on a une autre étude qui est carrément édifiante, hein, et d'ailleurs elle nous vient du journal Challenge, qui n'est pas le média le plus bolchevique du pays. Bon, ils nous apprennent que les 500 familles les plus fortunées de France, en 1996, elles comptaient pour 6,7% dans le PIB. Et ben, figurez-vous qu'en 2017, elles sont passées à 25%, et en 2018, elles sont même passées à 30%. Alors du coup, la question qui vient spontanément à l'esprit, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'en 1996, ces familles les plus fortunées de France, elles étaient malheureuses ? Au final, la France est un véritable paradis pour les plus riches du pays, et on a d'ailleurs un rapport de UBS PwC qui nous apprend que sur les 10 dernières années, ils ont vu leur fortune progresser de plus 439%. Imaginez un peu, et ça fait d'ailleurs de la France le deuxième pays qui a vu ses plus fortunés progresser le plus. Deuxième pays, derrière la Chine. Vous avez compris, on n'est pas en train de parler de petites sommes là. On parle de millions, voire parfois de milliards. J'évoque pas ici la prime de 50 € que vous avez eu beaucoup de mal à obtenir en négociant âprement avec votre employeur. On parle de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit jamais. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui pourraient me dire « Ouais, mais attends, les riches, ils s'enrichissent d'accord, mais bon, globalement, ça va quand même plutôt bien dans notre pays. » Tiens, t'en penses quoi toi d'ailleurs ? Bah, je trouve pas ça logique. Si t'as plus de croissance d'un côté et que de l'autre côté, les riches captent toujours plus de richesses, y a forcément des gens qui y perdent. Eh ouais, c'est pas si bête ce que tu dis. Allez, on regarde ça. Bon, en gros, quand vous vous intéressez à la richesse, essayez d'imaginer un gâteau et on va se focaliser sur 2 critères. Le premier, c'est la taille du gâteau, et le deuxième, c'est la répartition du gâteau. Donc si vous jouez sur le premier critère, votre gâteau, il peut se diminuer ou s'augmenter. Et si vous jouez sur le deuxième critère, tout simplement, vous changez les personnes qui vont capter les fruits de la richesse produite. Si on analyse le gâteau français suivant ces 2 critères, on s'aperçoit de quoi ? Que finalement, depuis 20 ou 30 ans, la taille du gâteau, elle ne varie quasiment plus, mais en revanche, les 1 ou les 0,1% les plus riches du pays ne cessent d'augmenter leur part du gâteau, ce qui évidemment diminue celle de tous les autres. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'INSEE, chaque année, produit des analyses, des études qui nous permettent d'apprécier le niveau de vie des Français. Alors il y a 2 études qui sont sorties assez récemment. La première, elle concerne la période de 2008 à 2018. Et elle nous apprend que les 10% les Français les moins aisés ont vu leur niveau de vie baisser de 2,9%. Et puis il y a une deuxième étude qui concerne l'année 2018 et qui, elle, établit que 30% des Français ont vu leur niveau de vie baisser. On comprend pourquoi les gilets jaunes sont apparus en novembre 2018. Et c'est pas tout, parce qu'il se pourrait que les chiffres de l'INSEE soient sous-estimés. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'INSEE ne prend pas en compte dans le coût du logement les dépenses qui sont liées à un remboursement de crédit. L'INSEE va considérer que c'est une dépense d'investissement et que à terme, les paiements que vous avez faits rentrent dans votre patrimoine. Alors c'est plutôt vrai, mais d'un autre côté, de fait, pendant les 20, 25 ou 30 ans où la personne paye son crédit, pour elle, c'est bien un coût du logement. Au final, l'INSEE considère en gros que le coût du logement, ça représente 14% dans le budget des ménages, alors que si on prenait en compte ces frais-là, le coût du logement correspondrait à 25% du budget des ménages. Et soyons honnêtes, ça correspond quand même vachement plus à la réalité. Puis il y a une deuxième raison qui explique que l'INSEE sous-estime peut-être le nombre de personnes qui sont touchées par la baisse du niveau de vie, c'est qu'elle applique ce qu'on appelle un effet qualité. Pour donner un exemple, l'INSEE va considérer qu'un ordinateur qui vaut 800 € aujourd'hui ne vaut finalement que 50 €. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que l'ordinateur que vous achetez aujourd'hui, il présente beaucoup plus de technologie, il a beaucoup plus de puissance que l'ordinateur que vous achetiez il y a 10 ans ou 20 ans. Et du coup, on réduit artificiellement le prix d'un certain nombre de biens, notamment technologiques. En résumé, la baisse du niveau de vie, elle touche déjà au moins 30% des Français, et il y a fort à parier que de plus en plus de Français soient touchés par cette dynamique pas très réjouissante. Et puis en plus,
la baisse du niveau de vie, elle n'est pas seulement quantitative, elle est aussi qualitative. C'est-à-dire qu'on le voit bien, les services publics comme l'hôpital, l'éducation ou encore la justice n'arrêtent pas de se dégrader. On a une explosion des burn-out au travail, on a aussi une baisse de la qualité des aliments qu'on mange, et puis on voit aussi par exemple qu'il y a des catastrophes climatiques qui n'arrêtent pas de se multiplier et de s'intensifier. Tout ça fait que le moral des Français, il n'est pas au beau fixe. Et d'ailleurs, il y a un sondage IFOP de novembre 2019 qui établit que 84% des Français se disent inquiets pour l'avenir et que 52% d'entre eux pensent que le monde connaîtra pour l'avenir une période de récession. Et tout ça, c'est donc avant la crise du Covid. Ouais, parce que depuis, ça s'est pas arrangé. En 2020, on évalue qu'il y a à peu près 800 000 chômeurs de plus et 1 million de pauvres en plus. Et une pauvreté qui touche maintenant de nouvelles catégories de la population, c'est-à-dire des étudiants, des intérimaires, des artisans, des auto-entrepreneurs. Et puis, on a également une explosion du taux de dépressifs dans la population. On était à 10%, et là, apparemment, on serait déjà passé à 21%. La période à venir, elle s'annonce tellement chaotique que même les instances européennes ont demandé aux banques de se préparer au pire. C'est vous dire que vraiment, ça va mal. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez compris que tous les problèmes qu'on a, ils datent pas d'hier. Et le problème, c'est que nos dirigeants politiques, ils ont l'intention de refaire exactement les mêmes erreurs qu'ils ont faites depuis 30 ou 40 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de se retrouver en grande difficulté, y compris même tout un tas de gens qui, hier encore, vivaient relativement de manière confortable et qui, demain, vont potentiellement se retrouver vraiment dans la misère. C'est comme si on était tous dans un immeuble qui se faisait engloutir par les flots. Alors évidemment, ceux qui sont en bas sont les premiers touchés, les premiers noyés, et pour ceux qui sont plus en hauteur, même s'ils ne s'en rendent pas compte, à un moment donné, l'eau, elle va les toucher aussi. Alors je sais que tout ce que je viens de dire n'est pas très réjouissant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. On peut changer les choses, on peut changer de paradigme. Et pour faire ça, la première des choses, c'est de comprendre pourquoi on en est là. Parce que dans cette vidéo, ce qu'on vient de faire, c'est le constat, mais maintenant, ce qui est primordial, c'est de faire le diagnostic. Et ça, ce sera l'objet des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a eu relativement de la chance parce que Zénon a accepté de nous laisser tranquilles. Sauf sur la fin, évidemment, il a fallu qu'il revienne faire sa star. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça, c'est vraiment important, qu'on diffuse au maximum les connaissances pour que tout le monde ait à l'esprit ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est comme ça, je pense qu'on pourra arriver à changer la politique. On a encore plein de contenus à vous partager, donc vraiment, on vous remercie d'être là. À bientôt. Tu crois qu'on leur dira un jour que c'est Zénon qui nous oblige à faire ça ? Arrête, ils nous croiront jamais. Il est trop mignon, il nous manipule tous.